Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou alternatifs. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'investissement à proprement parler, mais plutôt de la possibilité de devenir sociétaire d'un projet assez original, à savoir la création de lignes de train, de nouvelles lignes de train en coopérative. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Léo Clavurier, attaché de direction chez Railcoop. Bonjour Léo Clavurier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Railcoop, c'est une entreprise qui a quoi, qui a 2 ans, qui est née en 2019, c'est ça ? Tout à fait, créé en 2019, donc sous le statut de coopérative, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont associées pour créer Railcoop dans le but de refaire vivre des nouvelles lignes de train ou des lignes de train qui ont existé par le passé, sachant qu'on ne parle pas de remettre de nouvelles infrastructures, mais plutôt de refaire circuler des trains sur une infrastructure existante qui est gérée aujourd'hui par SNCF Réseau. D'accord, donc exploiter en fait des rails qui existent déjà, mais ensuite faire circuler, on dit quoi ? On dit de nouvelles lignes de train, du coup, de nouveaux trains ? De nouveaux services. De nouveaux services, qui va concerner autant le transport de personnes que le transport de marchandises pour le coup. Voilà, tout à fait. Donc le 15 novembre 2021, nous allons lancer notre ligne de fret entre Decazeville dans l'Aveyron et Toulouse-Saint-Jory, qui est un hub logistique dans la région de Toulouse. Et en décembre 2022, nous lancerons notre service voyageurs, donc entre Lyon et Bordeaux, qui passera par le Massif central, par le Limousin, et qui permettra de désenclaver justement ces territoires qui aujourd'hui sont relativement mal desservis. Ensuite, à partir de 2023-2024, on aura d'autres projets qui vont se mettre en place un peu partout sur toute la France, avec toujours en tête de desservir des lignes qui ne sont pas exploitées aujourd'hui par la SNCF, des services qui ne sont pas exploités par la SNCF, et avec des liaisons donc interrégionales qui ne passent pas par Paris. Mais alors, je reprends l'exemple par exemple de Lyon-Bordeaux. Ça veut dire qu'il y a une ligne en fait de train qui traverse la France d'ouest en est, mais qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mettre des trains qui transportent des voyageurs dessus. Voilà, c'est ça. Alors, elle est exploitée, mais toujours partiellement. Par exemple, vous pouvez prendre le TER entre Lyon et Roanne, vous pouvez prendre le TER entre Bordeaux et Limoges. Il y a aussi des trains de fret sur certaines portions. Il faut savoir que la ligne en tant que telle a été exploitée de Bordeaux à Lyon par la SNCF juste en 2014. D'accord. Et donc l'objectif, c'est justement de refaire vivre ce service qui a existé par le passé et qui a été supprimé. Alors racontez-nous un petit peu la genèse d'un tel projet, parce que bon, c'est créé en 2019, c'est créé en coopérative, donc c'est un certain nombre de particuliers ou d'entreprises qui se réunissent pour faire vivre ou revivre des lignes de train. Quel était le constat parce que bon, il y a quand même un maillage du territoire qui est déjà assez conséquent, très centralisé autour de Paris, c'est vrai, mais quel était le constat où vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on lance des lignes de fret et des lignes de voyageurs ? Effectivement, vous avez raison, il y a un maillage en France qui est assez important, même s'il a décliné, puisqu'il fut un temps où on desservait toutes les sous-préfectures en train. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr. Bon, on ne souhaite pas revenir à cette époque-là. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis l'avènement de l'automobile et de l'avion, on a quand même beaucoup moins d'offres de transport ferroviaire. Tout s'est fait plutôt en faveur du TGV, et donc on a délaissé des lignes locales ou des lignes à petite vitesse, entre guillemets. Donc le constat, c'est de se dire il faut absolument qu'on remette de la mobilité dans les territoires ruraux, qu'on permette à des gens qui n'ont pas forcément envie ni la possibilité de prendre des cars Macron ou du covoiturage, de pouvoir prendre le train à nouveau. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir relancer des grandes liaisons qui ont existé par le passé. Et la plupart de nos sociétaires le savent, ils ont parfois pris les lignes, la ligne Bordeaux-Lyon, il y a des gens qui nous en parlent tous les jours. D'accord. Voilà. À regret peut-être voilà, qui regrettent sa suppression en tout cas. En ce qui concerne le fret, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que depuis 20 ou 30 ans, le fret a progressivement décliné. On s'est concentré sur des grands corridors pour des flux massifiés. Donc, effectivement, d'un point de vue économique, c'est très rentable. Par contre, le problème, c'est que plus on se concentre sur ces corridors, plus on oublie le reste. D'accord. Et donc, le ferroviaire, c'est un ensemble. Mais c'est-à-dire qu'il y avait des agriculteurs ou des producteurs qui ne pouvaient pas vendre parce qu'ils ne passaient pas dans le corridor, c'est ça, ou c'était plus compliqué pour eux ? Non, en fait, c'est simplement qu'aujourd'hui, tous les flux sont concentrés sur la route, puisque la route est plus réactive, elle dessert tous les territoires. Et finalement, si on n'a pas une offre de fret ferroviaire compétitive et flexible, on n'a aucune chance de pouvoir attirer des nouveaux chargeurs. Et alors, comment on fait pour avoir une offre de ferroviaire compétitive et flexible ? Vous avez posé une bonne question. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un petit peu changer la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise de fret ferroviaire, elle attend d'avoir un client pour charger un train et lancer le train. D'accord. Et ça fonctionne bien avec des grosses industries type mine, acier, automobile. Donc, en fait, elle attend d'avoir suffisamment de commandes pour que le train soit complet avant que le train parte. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est dans une phase de désindustrialisation de la France et donc on a plutôt des petits volumes. D'accord. Où les
les industriels ont besoin de beaucoup de réactivité. Et donc, s'ils remplissent seulement un wagon, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises de fret qui ont proposé de lancer un train pour un wagon. D'accord. Nous, ce qu'on va faire, là, entre Toulouse et Decazeville, c'est qu'on va proposer un train tous les jours, qu'il soit vide ou qu'il soit plein. Et on va dire aux entreprises, voilà, ce service existe tous les jours et vous pouvez charger peut-être un jour dans le mois. Enfin, dès que vous avez besoin, on est très réactif et on va proposer cette offre. Finalement, c'est un petit peu comme un TER, c'est-à-dire que demain, vous allez de Lyon à Roanne. Hein, bien sûr, ouais. De la ligne. Bon, si le train est vide, il est vide, certes, il roule quand même. Voilà, donc vous pouvez le prendre, vous savez qu'il roule. Donc, oui, mais donc vous faites le pari quand même qu'à force de rouler, il va se remplir tous les jours. Effectivement, on prend un risque commercial. S'il roule à vide, il roule à perte pour le coup. Tout à fait. On prend un risque commercial, mais tout à fait assumé, pour pouvoir justement faire en sorte que des industriels puissent à nouveau charger sur les trains. Il faut savoir qu'on ne part pas non plus d'une région où il n'y a aucune activité économique. Dans le bassin de Caseville, de Cap-de-Nac, il y a ce qu'on appelle la mécanique vallée, avec beaucoup de sous-traitants de l'aéronautique. Et donc, ces entreprises-là, en fait, de toute façon, envoient déjà des flux vers Toulouse, vers Airbus et les entreprises qui passent par la route aujourd'hui. Et là, vous leur dites que ça pourrait passer par le train. Tout à fait, c'est ça. Alors, avant de parler de la façon dont on pourrait accompagner en tant que particulier ou personne morale d'ailleurs ce projet, un mot, décider de lancer ce projet, c'est une chose. Décider de le lancer en coopérative, c'est encore autre chose. Quand on voit que les opérateurs de lignes de train en France, c'est des très grosses entreprises, voire notamment la SNCF. Je crois qu'à part la SNCF, il y a une ligne en Bretagne qui est exploitée par une autre entreprise. On peut se dire, mais un, vont-ils réussir? Et deux, quels sont tous les challenges auxquels ils font face? Du coup, comment est-ce que ça se passe depuis 2 ans quand on est une poignée de personnes qui décident de relancer des lignes de train? Non, mais vous avez raison. Effectivement, aujourd'hui, les nouveaux entrants, comme on les appelle sur le marché, c'est souvent des opérateurs étrangers, c'est-à-dire les chemins de fer italiens, ou bien des opérateurs quasi publics, c'est-à-dire par exemple RATP via une filiale qui s'appelle Regionéo. Et donc, nous, on n'est rien face à ces acteurs-là. Mais quand même, on s'est dit, si on part de rien, il faut mobiliser les citoyens. Et c'est ça qui va faire notre force. Aujourd'hui, on a près de 10 000 sociétaires qui nous ont rejoints au capital de RaiCup, avec quasiment 4 millions d'euros de capital social. D'accord. Alors évidemment, au niveau du ferroviaire, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour un projet citoyen, pour un projet coopératif. Et donc c'est ça, on s'est dit, on va rassembler les citoyens qui sont engagés pour la revitalisation des lignes ferroviaires. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'associations de défense de lignes. Il y a beaucoup de citoyens qui s'engagent dans le domaine de l'écologie. Et on va les mettre ensemble pour bénéficier de l'intelligence collective. C'est-à-dire, on va mettre ensemble des personnes de l'économie sociale et solidaire, des chemins de fer, mais aussi tout un tas de citoyens en fait dans des tas de domaines, des professeurs d'université, des industriels, etc., pour pouvoir faire en sorte de refaire vivre le train. Et on remarque que le statut de coopératif, c'est la meilleure façon de le faire. On a mis en place, si vous voulez, des cercles de sociétaires, c'est-à-dire des sociétaires qui peuvent être entre 5 et 50 par exemple, et qui se réunissent régulièrement pour définir un certain type de service. Alors, par exemple, ils vont regarder ce qu'on peut faire en matière d'accessibilité dans les trains. Ils vont dire, voilà, pour les personnes en fauteuil roulant, il faudrait faire telle ou telle proposition. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise ferroviaire qui le propose. La SNCF a ses instances de consultation, mais si vous voulez, ça reste quand même une décision de la SNCF à la fin. Nous, on implique les sociétaires de A à Z. Parce que c'est ça le moyen de vous soutenir aujourd'hui, c'est de devenir sociétaire. Donc en fait, il y a une participation financière, mais aussi il y a un engagement presque de réflexion autour de ce projet-là. Et donc ce que vous nous dites, c'est que ça vous fait appel à l'intelligence collective et donc ça permet de faire avancer le projet, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, alors, chacun n'est pas obligé de s'engager, hein, c'est selon la volonté. Pour ce qui est de la participation financière, on peut mettre 100 euros, donc c'est une somme qui est quand même relativement accessible. D'accord. On peut mettre, il n'y a pas vraiment de limite en fait, donc on peut mettre 10 000, 20 000 euros si on le souhaite. Et donc à partir de là, dès qu'on a une part sociale, on a le droit de s'engager et de participer aux instances. C'est quoi? C'est une part sociale, c'est 100 euros, et du coup après on a plusieurs parts sociales, et si on met 20 000 euros plutôt que 100 euros, qu'est-ce que ça change pour le sociétaire? En fait, c'est le principe de la coopérative, c'est-à-dire qu'on s'engage plus financièrement parce que peut-être on a plus de moyens. D'accord. Mais par contre, dans une coopérative, on a toujours une égalité. C'est-à-dire qu'une personne est égale à une voix. D'accord. Et contrairement, même si j'ai acheté plus de parts sociales. Voilà. D'accord. C'est pas le capital qui fait le pouvoir politique dans l'entreprise. D'accord. C'est vraiment la personne. La personne a toujours une voix. C'est un principe démocratique auquel on est très attaché parce qu'on voit que ça marche bien. Et après, on a aussi une pondération en fonction du type de personne. Donc, on a un collège de personnes physiques qui représente l'essentiel de nos sociétaires. On a des personnes morales, que ce soit des entreprises, des associations. Et on a aussi
aussi des collectivités locales, avec beaucoup de collectivités en fait, qui sont situées le long de la ligne Bordeaux-Lyon et qui s'engagent justement pour... Mais donc la collectivité, c'est une personne morale, donc c'est une collectivité égale une voix, pour le coup. Tout à fait. Elle a autant de voix que moi, si demain je vais... Alors les collectivités dans leur ensemble ont 20% des voix, mais entre elles, elles ont la même voix, c'est-à-dire que si on prend la ville de Ghana dans l'Allier, qui est une petite ville, qui doit faire 5-6 000 habitants, elle a le même pouvoir, le même poids politique que le département de l'Allier, qui lui aussi est sociétaire et qui pour le coup est beaucoup plus gros. Alors on est dans une émission où on parle souvent d'investissement. Là, effectivement, ça n'est pas un investissement. On accompagne donc en devenant sociétaire. Vous envisagez d'autres possibilités d'accompagnement pour lever des fonds aujourd'hui, ou vous restez vraiment sur ce fonctionnement de coopérative? Alors, effectivement, la difficulté, je dirais que c'est que ce principe de coopérative fait que, en quelque sorte, vous n'avez pas forcément intérêt à prendre plus qu'une part. Bien sûr, dans la logique des choses. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que quand vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, vous pouvez bénéficier du dispositif Madelin, donc avec une réduction d'impôt de 25%. Ça veut dire que vous avez quand même un intérêt à prendre plus de parts par cette réduction fiscale. À côté de ça, on est en train de réfléchir aujourd'hui à pouvoir proposer d'autres outils. Donc des outils comme les titres participatifs, par exemple, qui sont des outils de quasi-fonds propres qui permettent d'avoir un engagement de long terme, mais aussi une rémunération fixe annuelle. Bien sûr. Et donc qui peuvent permettre d'attirer un peu plus de fonds de la part des citoyens qui souhaitent s'engager. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion, mais en tout cas, on souhaite on envisage vraiment de le mettre en place parce que ça permet aussi de rémunérer les citoyens et pas seulement d'avoir quelques citoyens qui représentent une petite partie du capital et à côté de ça, d'avoir des emprunts bancaires. Voilà, on souhaite aussi élargir le plus possible le financement par les citoyens. Merci beaucoup Léo Clavurier d'être venu nous présenter le projet RICOP. Donc prochaine grande échéance pour RICOP, c'est fin de l'année du coup. Voilà, tout à fait. 15 novembre, inauguration du fret entre Toulouse et Decazeville. Et donc on fait appel à toutes les sociétés qui sont intéressées à nous contacter pour pouvoir charger. Voilà, c'est demain. Merci beaucoup Léo Clavurier, attaché de direction chez RICOP. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.